Alors, en termes de pronostics sur la production, donc voilà donc mes découvertes qui croissent et qui décroissent. À l'heure à laquelle je vous parle, si je parle juste du pétrole, en gros, il y a un peu plus de 2000 milliards de barils. Je suis désolé, les anglo-saxons ayant tiré les premiers dans l'industrie pétrolière, ils utilisent des barils qui valent 159 litres, donc c'est encore pire que le kilowattheure. Et les pétroliers parlent en millions de barils par jour, évidemment, et il y en a 365, enfin bon, bref. Donc 2000 milliards de barils. Ce pétrole, on l'a extrait avec un rythme croissant jusqu'à maintenant. On en a extrait un peu plus de 1000 milliards de barils, donc à peu près la moitié. Et donc nous sommes maintenant au moment où nous sommes sur un plateau de production. Ça fait 5 ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus, en fait de liquide même n'augmente plus. Et derrière, ça va se mettre à décroître. Alors la question c'est, sachant qu'on va quand même racler un peu mieux ce qu'on a découvert, et sachant qu'on va encore découvrir des petits machins, comment est-ce que va s'organiser ce truc-là avant un déclin qui est totalement inexorable, puisque c'est des maths, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Hein, et la question, c'est de savoir évidemment comment on s'organise face à ça. Dans le passé, on a déjà vécu, donc, comme je disais, le ralentissement de la croissance, la production mondiale de pétrole qui croissait de plus de 5% par an pendant les 30 glorieuses, est brusquement passée derrière à beaucoup moins vite que la croissance démographique, et depuis 5 ou 6 ans, c'est totalement flat. Et la question est de savoir si c'est le début voilà, des 30 douloureuses ou des 30 désastreuses, je ne sais pas. Mais en attendant, vous verrez une courbe un tout petit peu plus tard, je pense que maintenant on est parti pour avoir une récession tous les 3 ans. Donc s'il y a des gens ici qui gèrent des budgets, je pense que c'est dans ce genre de cadre qu'il faut qu'ils envisagent l'avenir. Bah, il faut faire avec. Hein. Voilà à quoi ressemble vraisemblablement, sur une période beaucoup plus longue, l'histoire géologique, enfin l'histoire des hommes et du pétrole. Donc nous sommes là, avant 1870, hein, on ne vous a pas mis l'histoire. Et en gros, ce que vous dit cette affaire, c'est qu'on est au maximum, y compris, hein, quand je parle de pétrole, c'est l'offshore profond, les extra lourds, etc. Hein, c'est tout ce qu'on sait racler sous terre et qu'on sait faire sortir. Question, que va devenir le prix ? Et réponse, 1, je n'en sais foutre rien, et 2, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question? Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui compte en matière d'énergie, c'est le volume que vous êtes capable d'injecter dans le système productif, et je pense que ce n'est même pas une affaire de prix. Si demain matin, je divise par 2 l'approvisionnement énergétique de la France en maintenant par un système d'encadrement des prix l'énergie au même prix, je vous enlève quelques dizaines de pourcents du PIB, et ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie. Hein. Si j'interdis aux camionneurs, même à prix de l'énergie constant, de rouler un jour sur 2 parce que je leur divise par 2 la quantité de gasoil que je leur livre, une bonne partie des industriels et des commerces font faillite, et ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie. Hein, c'est une affaire de volume. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que le prix soit le véritable indicateur qui ait du sens, parce que le prix n'a de sens que dans un marché, et le marché, il va changer de nature dans ce genre de contexte. Il y a des tas de régulations qui vont se faire hors marché. Et la deuxième raison pour laquelle je n'en sais foutre rien, c'est que tous les gens qui, de par le passé, ont essayé de faire des prévisions, ont régulièrement raconté des conneries, donc je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui s'est passé avant et éviter de faire des pronostics idiots. Alors voilà un panorama maintenant, toutes énergies confondues, dans un pronostic central, on va dire, pour le monde dans son ensemble, dans lequel on a du pétrole extra lourd, du gaz, du nucléaire qui ici augmente, hein, donc c'est un scénario dans lequel on essaye de compenser sur d'autres énergies ce qu'on perd sur les fossiles. Ici de l'hydraulique et de la biomasse traditionnelle, au-dessus les nouvelles énergies, donc éolien, marémoteur, tout ce que vous voulez, encore au-dessus le charbon. Et ce qu'on voit, c'est que le système, en gros, entre le pic de production de pétrole et un pic toutes énergies confondues avec une hypothèse pour le charbon qui est loin d'être la plus optimiste en termes de quantité, optimiste ou la plus grande plutôt, mais qui est au-dessus des réserves prouvées, vous montre que le décalage entre les deux événements n'est pas l'affaire de quelques siècles, mais l'affaire de quelques décennies. Hein? Oui. Parce que bon, ça devient précis là. Donc ça, bon. Et donc, nul n'ignore ici que certains partis politiques qui se prétendent écologistes veulent résoudre le problème en divisant par 2 la consommation d'énergie par personne en France, alors que vous nous montrez un diagramme dans lequel c'est en gros le contraire. Donc, ah non, ça c'est la consommation mondiale d'énergie, ça. Oui. C'est pas par personne, ça. Ça c'est monde. Ça c'est monde. D'accord ? Si on regarde la France, je pense que de toute façon, la division de la consommation d'énergie par personne par 2, on
on va y avoir droit de toute façon à l'échelle de quelques dizaines d'années, give or take some, parce que sur le pétrole et le gaz, on va être très fortement contraint sur nos approvisionnements, très fortement contraint. Alors après, ça va beaucoup dépendre des choix qu'on fait dans les 10 ou 15 ans qui viennent sur le reste. Mais ça, je propose de renvoyer ça au débat. Là, ce que je voulais juste dire, c'est que si on regarde le problème du point de vue amont, donc du point de vue de l'approvisionnement énergétique, et qu'on s'intéresse aux échelles de temps, ce que je voulais juste dire, c'est que les générations futures, c'est tout de suite. C'était ça que je voulais dire, que ce n'est pas un problème pour générations futures, que c'est un problème de tout de suite. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour moi, le problème du pétrole a déjà démarré, c'est même un problème de génération passée, un truc qui a déjà démarré il y a 30 ou 40 ans. Et donc, je pense que cette affaire de dépendance de l'économie à l'énergie fossile est en train, en ce moment, de provoquer des soubresauts, et que ce n'est pas des soubresauts pour plus tard, c'est des soubresauts pour tout de suite, qui sont déjà la conséquence de trucs qui ont commencé à se passer avant. Voilà. Donc si je me place d'un point de vue amont, je dis juste, le problème énergétique n'est pas un problème pour génération future, c'est un problème pour génération présente. Donc partout où vous voyez marqué génération future, vous barrez, vous remplacez par présente, voire passé, et ça deviendra beaucoup plus juste. Et si en plus on veut éviter un changement climatique dont Hervé vous parlera, et ça m'arrange parce que j'ai dépassé mon temps, il ne faut pas toucher à ce charbon-là. Parce que si vous mettez le carbone contenu dans ce charbon sous forme de CO2 dans l'atmosphère, vous engendrez une transition climatique qui sera, à mon avis, très au-dessus des capacités de gestion d'une humanité sédentaire de 8 ou 9 milliards de bonshommes pour gérer ça dans la joie et la bonne humeur. Vous aurez ça, mais en plus du problème énergétique. Donc ce charbon-là, il ne faut pas y toucher. Ou à la rigueur, vous y touchez en mettant le CO2 dans un trou après. Mais sinon, il ne faut pas y toucher. Si on veut évidemment éviter une transition climatique extrêmement désagréable.